R06. R06, la radio du Pays Niçois. La radio du Pays Niçois. Bienvenue à Café des Échos. Donc bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Café des Échos. Ce soir nous avons la chance de recevoir un joueur emblématique de l'OGC Nice. Je vous demande de faire un triomphe à monsieur Fabrice Pêche. Voilà, Fabrice, on est très heureux de vous recevoir parce que vous avez, pour les plus anciens, vous avez enchanté notre jeunesse. Parce que vous aviez effectivement un niveau technique largement, une distance surtout largement au-dessus de la moyenne. Encore, merci. Non, mais c'est vrai, c'est la vérité, on ne va pas vous mentir. Alors vous avez commencé en fait, alors tout petit, vous avez commencé à Luynes. Exactement. Et ensuite à l'AS Auxoise, alors Aixoise, pardon, à Aix-en-Provence. Exactement. Alors parlez-nous un petit peu très rapidement de ces débuts, puis comment vous êtes arrivé à l'OGC Nice. Alors en fait, la Aixoise, c'est le club d'Henri Michel. D'accord. Et moi j'ai été repéré lors des sélections, à l'époque on disait junior, donc on va dire U16, U17, lors des sélections Méditerranée, équipe de Provence qui jouait contre l'équipe Côte d'Azur. C'était Léon Rossi, je crois que vous avez. Voilà, Léon Rossi qui était dans ses dernières années directeur du centre, qui m'avait fait signer un contrat aspirant. Voilà. Et donc vous arrivez, vous avez 16 ans à Nice. Exactement. Et alors comment ça se passait à l'époque au niveau du centre de formation? Ah, c'était assez rudimentaire, hein. Je pense qu'il y en a qui connaissent, là, je reconnais un peu les visages, là. On était 8 au centre à l'époque. Hein. Donc, il y avait Daniel Bravo, il y avait Olivier Januzzi, Jean-Luc Coltrat, Didier Volpati, José Morales, moi, Raphaël Loer et Emmanuel Ninja, je crois. Voilà. Et on était gardés par un couple qui s'appelait Francis et Monique, que j'embrasse aussi tendrement, je ne sais pas s'ils sont là ou pas. Et alors à l'époque, vous aviez beaucoup de cheveux d'ailleurs. Comme un peu tout le monde ici, je pense. Hein. Non mais, parce qu'en fait, vous avez une anecdote sur les cheveux. Oui, j'ai une très belle anecdote sur les cheveux en fait. À force de réfléchir pour les autres sur le terrain, ben, on les perd les cheveux en fait. Non mais parlez-nous de Vlatko Markovic quand il est arrivé. Le célèbre Vlatko Markovic. Voilà, moi quand j'arrive, Vlatko il entraînait les pros et de temps en temps il faisait monter quelques jeunes avec lui l'entraînement. Et moi, à l'époque, on avait les cheveux très très longs. Hein. Les jeunes avaient les cheveux longs. En fait, les footballeurs et les hardrockers avaient les cheveux longs. En fait, c'était un peu les deux catégories à l'époque. Les cowboys aussi. Et nous, on faisait les deux en même temps, donc on les avait encore plus longs. Et Vlatko, il disait toujours, Fabrice, c'est pas bien les cheveux, il faut que tu coupes les cheveux. Et donc, vous l'avez écouté maintenant? Mais pas du tout. Oui, vous aviez toujours cette chevelure bouclée d'ailleurs à l'époque. Ouais. Donc effectivement, c'est assez marrant qu'à l'époque, il y avait beaucoup de joueurs qui avaient les cheveux longs et souvent, vous ne voyez pas les à cause des cheveux. Enfin. Exactement. On ne mettait pas de bandeau, on mettait rien en fait. Hein. Ah oui, il n'y avait que David Ginola, qui arrivait un an après au centre, il mettait un peu de gomina d'ailleurs. Voilà. Parce qu'il aimait toujours être bien apprêté. Alors la première saison, donc, vous jouez un match, donc, puisque vous arrivez, vous avez 17 ans, donc c'est déjà tout de suite on avait repéré que vous aviez une bonne technique, puisque vous jouez déjà à 17 ans avec l'OGC Nice, avec Jean Séraphin comme entraîneur, d'ailleurs qui a failli venir, qui vous passe le bonjour, mais qui est en Corse aujourd'hui, qui vient régulièrement d'ailleurs nous voir, et qui m'a dit, bah là il faudra lui passer le bonjour bien sûr, parce que c'est gentil. Il regrette d'être en vacances en Corse. Et donc il y avait à l'époque André Mitrano, on va pas tous les citer, Patrick Bouzikézi, Carlos Curvelo, et vous jouez un match à l'époque de Division 1. Alors parlez-nous un petit peu de ce match, de Division 1, de Division 2 d'ailleurs, parce qu'on est en Division 2, mais parlez-nous de ce match. Lequel? À Mont-Solémine. À Mont-Solémine, oui, je crois que j'ai fait mon premier match à Mont-Solémine, ou mon premier... Parce qu'avant on était 13 hein, sur la feuille de match. Mon premier banc. Et si mes souvenirs sont bons, l'entraîneur de Mont-Solémine, c'était Gérard Rouillet, qui débutait. Ouais. Qui était allé à Lens, parce qu'à l'époque, il y avait deux groupes de L2. Il n'y avait pas qu'une ligue, il y avait deux ligues. Voilà. Je crois que c'est mon premier banc, un de mes premiers matchs en Ligue 2. Et les deux premiers montaient, et ensuite il y avait barrage. Exactement. À l'époque. Alors parlez-nous un peu de Marcel Domingo aussi, du Vaugrennier. Enfin, vous avez une petite anecdote sur cette année-là. Des anecdotes. Je suis toujours surpris qu'il n'y ait pas quelqu'un qui ait écrit un livre sur les anecdotes du foot. Bon, parce que Marcel Domingo, déjà, il arrive, je crois qu'il arrive à Noël. Et il annonce dans la presse on sera européen, et je crois que mathématiquement c'était impossible. Donc déjà c'était un voyez le personnage, alors qu'il était considéré comme un très grand manager. Hein. Il venait d'entraîner Valence, il était considéré comme un très grand manager. Et quand on allait à Vaugrennier, donc on partait en minibus, et lui il amenait
son pique-nique, son café, son thermos, il mettait la couverture par terre dans le champ, vous savez, à Vaugrenier, là, sur le champ. Et il disait, bah, vous allez jusqu'à l'arbre là-bas, vous revenez, vous allez jusqu'à l'arbre là-bas, vous revenez, jusqu'à ça. Donc il n'y avait aucune préparation athlétique en fait. Ouais, c'était un petit peu. Mais c'est ce que vous disiez, donc en fait, on jouait plus avec le cerveau qu'avec les jambes, c'est ça? Ben, comme on courait moins vite, on sautait moins haut, on était moins puissant, moins véloce, méthodonique, on était obligé de développer d'autres qualités. Donc je pense qu'on était beaucoup plus malin que les joueurs de maintenant. Parce qu'on n'avait pas toutes leurs qualités, donc on en développe d'autres. Puis il y a un joueur aussi qui a fait une saison, c'est une seule saison, je crois, c'est Edem Sligo. Ouais, Edo, ouais. On parlait un petit peu de ce joueur, c'était un peu fantasque ce joueur, avec un peu de technique aussi. Ben, à l'époque c'était un Yougoslave, hein, mais après la Yougoslavie a éclaté, je crois que c'était un Bosnien, mais c'était un Suzik bis en fait, et moi il joue le même poste que moi, et quand j'étais gamin c'est vraiment un joueur qui vous a marqué. Voilà, qui m'a marqué. Un bon joueur. Très très bon joueur. Il était assez bon, il était aussi bon sur le terrain que. Avant il y avait le grand Escurial, je sais pas, il y en a qui ont dû connaître Escurial. Escurial. Bon, Edo il était comme. On voit ce qui. Alors Edo, en fait, à minuit, des fois il venait taper au volet pour dire Fabrice, tu sautes ou tu sautes pas? Je dis non mais Edo, si je fais comme toi, je meurs. Au bout d'un an, j'arrête. Et à l'époque, il y avait des joueurs aussi, il y avait aussi le petit prince du Rennes, Daniel Bravo et puis André Rey. Alors parlez-nous un petit peu de ces deux joueurs aussi. Ben Daniel, moi quand je suis arrivé, il était au centre. Après, comme il a très vite fait la bascule, et puis il a été très jeune en équipe de France, Daniel. Donc il est resté, je crois, 1 an au centre. Et après, il s'est pris son appartement. Voilà, on est toujours resté en contact. Et Daniel, il avait des qualités physiques, techniques, mentales supérieures à la moyenne déjà, à cette époque-là. C'est pour ça qu'il a très vite réussi. Après, il a reculé au fur et à mesure des années. On va dire qu'il s'est bonifié avec le temps. Et en fait, il fait une très très belle carrière. Oui, l'équipe de France, après, il joue au PSG. Ouais, et puis il joue longtemps en fait. Hein. Il joue à 32, 33, 34, 35 ans, je crois. Hein. Puis il revient parce qu'il a un physique de nature exceptionnel. Et André Rey aussi, gardien de but à l'époque, un monstre. Hein. Voilà. D'ailleurs, on parlera un peu de la traite de blessure. Oui, on en parle. On va essayer de faire plus tard possible. On va dérouler un petit peu dans l'ordre. Alors, plus tard possible. Ensuite, il y a un match on en parle souvent parce qu'on reçoit souvent des joueurs de votre génération. Et donc, on a effectivement ce fameux match ensuite en 83-84, on en a parlé plusieurs fois, le match contre le Racing Paris. Ouais, tout le monde le connaît, la France. Hein. Effectivement, on connaît le retour. On a beaucoup de non, vous ne le connaissez pas? Vous connaissez l'histoire? Malheureusement, oui. Simplifiez, allez, dites-nous, racontez-nous ce soir, pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être les plus jeunes, racontez-nous ce match en 3 phrases. Ouais, c'est un barrage hein, entre le Racing, entre le Lagardère. Voilà, Lagardère venait d'acheter le Matra, donc ça s'appelle Racing Paris. Voilà, Racing Paris, après Matra Racing. Dans tout Paris, il faisait beau, il y a que sur le. Voilà, donc il y a un match au Stade Duré où on gagne 2-0. Après, il y a un match où on joue à Colombes, on gagne 1-0 à la mi-temps. On rentre dans les vestiaires, il commence à pleuvoir. Beaucoup. On sort pour attaquer la deuxième mi-temps, et là, le terrain, il y avait, je sais pas, 10 cm d'eau. Donc, match arrêté, match à rejouer. On mène 1-0, le deuxième match, hein, toujours à Colombes, une semaine après. On mène 1-0. On prend un but à la 80e, je crois. Avant, les buts à l'extérieur ne comptaient pas deux. D'accord. Après, on en prend un. Après, en fait, on prend entre la fin du match et la prolongation, on en prend 4. Et au final, on en prend 5. On s'est effondré en 3 minutes. C'était André Litrano dans les buts. Exactement. Qui nous a parlé de ce match aussi. Bon, enfin, on ne va pas parler des souvenirs qui blessent, on va dire. On va continuer. Non, mais ça fait des beaux souvenirs parce qu'on les raconte. D'accord, voilà, on les raconte. Mais bon, c'est vrai que nous supporters, c'était quand même un peu. On n'avait pas trop compris comment ça s'était passé. Bon, après, il y a eu Grenoble. Voilà, c'est mieux déjà. Alors 84-85, donc notamment Albert Emmerich, Fabrice Mèche, Mustapha Dalek, Claude Massin, Tim Engoual, qui arrive. Et donc là, par contre, ça c'est cette année, on monte en jouant, c'est cette année-là qu'on monte. Ah oui, c'est l'année où on joue contre Grenoble. C'est ça. Donc, je me souviens un peu de ce match, de cette saison. Je me souviens parfaitement. Donc on gagne le match. Il y avait déjà beaucoup de monde à Grenoble. Après on revient, après le match en avion sur Nice.
bon, il y a beaucoup, et je reconnais là qui était là, et en fait l'aéroport était inondé de monde, d'accord? À l'époque, j'avais une 104 ZS, d'accord? Et qui est-ce qui monte avec moi? Avec qui j'étais très lié, parce que de par ma position sur le terrain et tout, c'est Georges Dominguez. Et Georges, bon, c'est une idole un peu pour tout le monde ici, pour moi aussi. Et comme il est imposant dans la 104 ZS, c'est 3 portes, c'est des petites bagnoles, quoi. Et Georges, ça a été un moment terrible parce que les gens ne pouvaient pas laisser passer, pas partir. On a mis 1 heure pour sortir de l'aéroport. C'était incroyable. En fait, j'ai jamais vu autant de monde parce qu'après, on avait paradé. On était parti avec une espèce de bus ou de bus découvert. Et on était parti du début de la prom jusqu'au stade du Ré, en fait. Et tout le long du parcours, il y avait énormément de monde. La prom était fermée. Je ne sais pas si on pouvait voir ça aussi. Sauf si Nice peut-être gagne une Coupe d'Europe, mais à l'époque c'était juste une montée en Ligue 1, quoi. Oui, Ça a permis d'être là où il est le club aujourd'hui, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. On était taqués à Grenoble déjà. Oui, à Grenoble, il y avait beaucoup de monde, énormément de monde, ouais. Énormément de monde. Alors vous avez une petite anecdote sur cette saison avec Gilbert Marguerite, le déplacement à Lyon de 500. Alors parlez-nous un peu de... Des anecdotes, bon, Gilbert, c'était Gilbert, quoi. Hein. Voilà, après les bagnoles, c'est pas les mêmes que maintenant. Il avait une grosse Ford Taunus, okay. Et un jour, on va jouer à... Marron, elle était. Marron, ok. Il avait toujours des chemises un peu à la Antoine, vous savez, là. Avec des fleurs. Ouais, des chemises hawaïennes et tout, là, c'était marrant. Donc ça jetait un peu dans la tenue. Ouais, ça a jeté, ouais. Il y a des capotages. C'est des rock'n'roll un peu. Non, non, pas des capotages. Et un jour, on va jouer à Libourne Saint-Ouen, qui était en D2. Et on part tôt le matin en avion, il y a 2 navettes. Il y a une navette qui fait l'aller-retour, en fait, qui prend 8 joueurs, après 8 joueurs. Et lui, il prend la première navette avec moi, je m'en rappelle. Et il n'était pas bien dans la navette, comme ça, il n'était pas bien, il était perturbé et tout. Et il retourne à l'hôtel. Ici, c'était Zambla et Blake Leroc. Magnifique. Gilbert Marguerite, qui était comme ça. Non, mais qui avait des cuisses comme ça. Une cuisse, c'était mes deux jambes. Alors pour ceux Qui étaient comme ça. Et le mec, il lisait Zambla et Blake Leroc. Alors Zambla, pour ceux qui... pour les plus jeunes d'entre nous... C'est marrant. Zambla, c'était un peu Tarzan. C'était un peu Tarzan en bande dessinée, on est d'accord. Et il y avait... C'était des petits fascicules, vous savez, des petits livres de poche. Des comics. Voilà, les petits comics. Il y avait Blake Leroc, pareil, c'était un peu... Kiwi, Nevada. Blake Leroc, c'était, comment dire, un aventurier. C'était Indiana Jones, ça. Il marchait un peu comme elle. Black le Rock, il luttait contre les Non, mais c'est marrant parce que c'était des livres, on va dire, pour ados à la limite. Et Gilbert Marguerite, je crois que c'est un des joueurs les plus costauds que j'ai vu. Je faisais des échanges avec lui. C'était incroyable. On a vu lui et après on a vu le Noé Pamaro. Attends, ouais. On faisait des échanges de Tiens. comics. Non, parce que Mais c'est pour dire. moi j'ai une collection de Zambla et de Blake Leroc, désolé. Et avec Gilbert, on faisait des échanges. Voilà. Et il m'a même offert une parure de stylo que Logicinis lui avait offert de Pierre Cardin, que j'ai toujours à la maison. C'est bien. Vous le mettre au musée de Gessénis, la parole. Eh oui. Alors ensuite, donc on arrive, ça y est, la saison suivante, donc c'est 85-86, on est en Division 1 et on fait d'ailleurs une belle saison, on termine 8e, vous jouez 33 matchs, vous marquez 5 buts, alors à l'époque il y avait entre autres Jocelyn Rico, qui vous embrasse aussi, puisqu'il est aussi ici, puis il est souvent en contact là, sur Facebook, il me fait des messages quand on reçoit des joueurs. Voilà. Il est en Bretagne, je vais communiquer son numéro. Ouais. Voilà. Pierre Vrai aussi, Jean-Philippe Roy, entre autres, qui sont arrivés, et donc on fait cette saison. Alors, qu'est-ce que ça vous a fait de démarrer comme ça en Ligue 1, découvrir un nouveau stade? Moi, si je me souviens bien, on avait une grosse équipe à cette époque-là. Et on termine 8e. Ouais, on termine 8e, une grosse Bien, équipe. L'entraîneur, c'était. Toujours Jean Séraphin. C'est toujours Jean Séraphin. Mais on avait eu un souci avec Georges, en fait, Dominguez, qui avait des petits problèmes financiers avec le club et qui avait pas joué les premiers matchs. Ça nous avait beaucoup manqué. Et malgré ça, on avait fini, je crois, que 7 ou 8e cette saison-là. Et après, Georges, lui, était parti du côté de Toulon, je crois, suite aux problèmes financiers. Il réclamait des primes au club. Et alors à l'époque, vous avez une vingtaine d'années, et vous jouez le fameux tournoi de Toulon.
tournoi Espoir, donc équipe de France Espoir, c'est ça? Je l'ai gagné d'ailleurs. Vous l'avez gagné? Vous n'avez pas... Je l'ai gagné avec. Vous n'avez pas moi la coupe? Non, j'ai pas mis la coupe à l'époque. On avait juste une breloque. Moi, je suis de la génération en fait, Jean-Pierre Papin, Laurent Blanc, Stéphane Paille, et on l'a gagné avec ces joueurs-là. Ces joueurs-là, en Espoir. Le tournoi Espoir qui existe toujours, comme vous disiez, mais qui répartit un peu sur plusieurs. Voilà, qui existe toujours, mais qui est plutôt actif du côté de Marseille, on va dire. Donc l'année suivante, écoutez, l'année suivante, 86-87, donc il arrive notamment Jean-François Larios, Philippe Endioro, Gilles Morisseau, Jules Bocandé également, qui était aussi un peu de Paris. Pas comme Gilbert. Pas comme Gilbert, mais qui était pas mal quand même. Pas mal. Et donc vous avez un souvenir, c'est parlez-nous un petit peu de ces deux Nice Monaco, en fait dans la même semaine, alors je ne sais pas si les supporters s'en souviennent, on reçoit Nice. Enfin, il y a deux Nice Monaco, un en championnat, un en Coupe de France où on joue à Monaco, je crois qu'on perd d'ailleurs en Coupe de France. Ouais. Il y a 2 matchs rapprochés. Ouais. Voilà, et puis il y a une mise au vert. Alors parlez-nous un petit peu de cette mise au vert. Ouais, et on se met au vert à Villefranche, au début de la corniche, vous savez, l'hôtel qui est à droite, vous avez des bulles là. Oui, c'est un hôtel, vous vous souvenez, non? La frégate, non? C'est pas un truc comme ça? Ouais. Ah, peut-être ça a changé depuis le nom. Bon, passons. Ils sont dans cet hôtel. Magnifique hôtel. En fait, je raconte que des blagues. Quoi. Mais c'est ça, on est là pour ça. On est là pour des blagues. Donc on perd le match et on se retrouve dans une chambre après le match. Je crois que c'est dans la chambre de Jeff Larios. Et on est moi, Jeff, il y a Joël Henry aussi, Jean-Philippe Mathieu et José Morales. Et Jeff Larios et Séraphin, c'était pas le grand amour quoi, en fait, tu vois. Et on parle de Séraphin en fait pendant 2 heures. Donc bon, je passe ce qu'on a dit sur Séraphin, hein, mais qui pour moi, que je respecte beaucoup. Donc on parle de Séraphin. Et d'un coup on entend taper à la porte. Alors José Morales, lui, il commençait à jouer quelques matchs, il a tellement eu peur qu'il s'est caché derrière les rideaux. Okay. Et Séraphin rentre. Il regarde, il dit mais il est où José Morales? Il faut l'arrêter, c'est chez moi. Pépito. Continuez. Pépito Morales, ouais, exactement. Pépito Morales. Et Pépito, il s'était caché derrière les peintures. Ouais, les rideaux, comme ça. Et Séraphin, il ouvre les rideaux comme ça, et Pépito, il était comme ça, il faisait semblant de dormir. Donc il a pris un peu cher, le pauvre. Je crois que pendant 3 mois, il a fait un petit jubilé en 3e division à l'époque. Il en a fait 2 de jubilés comme ça, parce qu'une fois, on va jouer à Lille, après le match, on sort. On perd le match, on fait pas un moment, je crois qu'on rentre à 4h du mat. On va à la réception, donc ça, on demande les clés. Putain, c'est Séraphin qui nous donne les clés. Moi, ça va, j'étais déjà un peu installé. Mais Pépito, il a fait un 2e jubilé. Bon, après, il a été obligé de partir. Alors la saison suivante, alors en fait, vous êtes en fin de contrat, notamment, je crois que c'est par rapport des problèmes de club avec des petits problèmes financiers à l'époque. Alors, quelle saison? Alors on est sur, non, c'est la saison d'après ça. Enfin, c'est la saison plus tard quand vous. Ah, vous le Monaco. Voilà, là vous partez à Monaco. Non, parce que je veux dire que je suis champion de France quand même. Voilà, vous êtes champion avec de un France. joueur formé à Nice, je pense qu'il n'y en a pas des masses. Vous êtes champion de France, donc l'année suivante, avec Monaco. Ouais, exactement. Ensuite vous partez à Strasbourg, une saison après, et ensuite vous revenez à Monaco, vous faites 3 saisons. Ouais, exactement. Et vous revenez, donc ce qui nous intéresse évidemment, à l'OGC Nice. Non, vous partez à Saint-Etienne aussi. Oui, je pars à Saint-Etienne parce que le médecin part, moi je suis obligé de partir. Quand le médecin s'en va, vous êtes obligé de partir aussi, hein, parce que vous allez être pas bien soigné, donc vous partez. Catastrophe. Et cette saison-là, c'est cette saison-là que vous êtes déjà un petit peu blessé à la cheville, je crois, c'est ça, hein, quand vous partez de Saint-Etienne pour revenir à Nice. Alors j'ai commencé à me blesser à Saint-Etienne. Excusez-moi, attendez. Décidément. Séraphin. C'est Séraphin, il appelle de Corse. Hein? Heureusement qu'il est même finalement, parce que ça Jean Séraphin, il appelle de Corse. Là. Non, mais c'est même pas. C'est lui qui m'a fait démarrer, donc il n'y a pas de souci. Hein. Tout le monde sait que c'est un entraîneur très humain. Quoi. Voilà. C'est un peu le Giroud de l'OGC Nice. Mais ça fait plaisir de revoir des vieilles têtes. Hein. Parce qu'il y en a qui sont là depuis. Il y en a qui sont là depuis mes débuts. Hein. Jean-Pierre. Séraphin, je le fais comment? Jo. Séraphin, je le fais. Excusez-moi. On est en famille. Hein. Oui, c'était mon voisin à l'époque. On est en famille. Donc, alors
qu'on disait là. On parlait de blessure à la cheville. Voilà. Alors moi j'ai commencé à me blesser, ouais, j'arrive à Saint-Etienne et 4 mois après je me blesse un peu à la cheville. Je me fais une grosse entorse, mais c'est mal soigné. Et après quand je reviens à Nice, bon je joue et je me reblesse en 92. Avec André, je crois, qui vous tombe dessus, non? Non, avec Gilles Morisseau. Avec Gilles Morisseau, pardon. D'accord, à l'époque c'était Gilles Morisseau. Ouais. C'était un beau bébé aussi. Il était un beau bébé, et il y a un centre, je contrôle mal le ballon, il m'échappe un peu le ballon, je tends mon pied comme ça, et lui, son corps vient en porte-à-faux sous ma cheville, quoi. Et puis ça me casse, double fracture tibia péroné, arrachement du LLI, ça m'a tout fait, et j'ai jamais récupéré. Là, on est redescendu en D2, donc c'était en 92. Et ensuite, vous faites notamment. Ah non, c'est avant que vous avez fait les Jeux. Oui, on a oublié les Jeux Olympiques. Bon, on va en parler quand même. Ouais, j'ai fait diverses sélections. Vous avez fait en fait les matchs préparatoires pour les Jeux Olympiques, c'est ça? Voilà. En fait, pour résumer, j'étais international espoir olympique et à l'époque, il y avait une équipe qui s'appelait A'. C'était l'équipe B de l'équipe A. C'est ça, à l'époque, voilà. C'était Michel Tatny qui était sélectionneur des A. Exactement. Qui était le sélectionneur des 2. Il n'y avait pas de sélectionneur pour les A aussi. Après, moi, il y avait Roger Lemaire. Ouais, on avait fait ça avec Roger Lemaire. Et on avait fait les qualifs avec les Olympiques, on avait fait les qualifs pour les JO de Séoul. En 88. Voilà, mais on ne s'était pas qualifié. Il y avait notamment dans l'équipe, il y avait notamment un peu les plus connus, Pascal Olmeta, Antoine Koungouaré, Paul Le Gouet, Stéphane Paille, il y avait une belle équipe. Oui, Yannick Sopira, il y avait aussi. C'était, mais c'est vrai qu'il y avait une. Il y avait Marcel Desailly. Et alors, vous avez un truc aussi, dont vous êtes très, très fier, c'est que vous avez gagné le trophée Téléfoot. Vous vous souvenez, là, aujourd'hui, je ne sais pas ceux qui regardent Téléfoot, il y a une lucarne, on doit tirer le ballon dans la lucarne. À l'époque, c'était un but, je crois, c'est ça. Alors maintenant, si vous allez dans tous les stades en France et en Europe, vous avez toujours des animations, ou même dans les clubs, ils mettent un filet dans le but et vous devez viser la lucarne, il y a des trous, des machins, des trucs comme ça. Et en fait, le premier jeu, c'est Didier Rostand qui l'a créé, d'accord, au niveau pro. Et il y avait un joueur par équipe qui montait le dimanche matin à Paris au parc. Ben, en fait, il y avait un tirage au sort, et par exemple, Monaco jouait contre Nice, machin. Et moi, à l'époque, je jouais à Monaco, et c'est moi qui représentais Monaco, parce que je tirais pas mal des coups francs, etc., etc. Et je me retrouve en finale contre. Le jeu, il s'appelait Précis Foot. Je me retrouve en finale contre. Non, personne n'a la réponse. Daniel Bravo, qui représentait Nice. Et qui est-ce qui gagne? Vous. Ah oui, vous êtes fiers, c'est normal. Donc on peut dire que je suis meilleur que Daniel Bravo. C'est vrai que vous avez pas mal de coups francs. Ouais, j'ai mis pas mal de coups francs direct. C'est vrai. Ouais. Et ce jeu est resté une saison, et après. Donc si quelqu'un a. J'ai jamais retrouvé des images de ce jeu, mais ça passait à Téléfoot, donc. Il faut voir avec l'ignorant. Il faut que ça marche avec il faut que ça marche avec le mec qui touche la barre transversale, qui touche l'euro. Ça a été le cas contre Nice. Ouais, mais là c'était pas la barre transversale, tu sais, c'était une image que tu mets dans le but. Voilà. Maintenant ils font ça de partout en fait. Hein. Ouais, ils font ça de partout maintenant. Alors après, tout a une fin, donc vous mettez fin à votre carrière. Vous mettez fin à votre carrière, et donc vous travaillez ensuite à Canal+. En 98, vous êtes agent de joueur, vous passez votre licence d'agent de joueur, donc pendant 10 ans vous êtes agent de joueur, ensuite vous travaillez pour une boîte de statistiques. Exactement. En 2017, vous travaillez comme scout excusez du peu, pour Brighton, Southampton, Fenerbahçe, et actuellement le City Group. Vous êtes toujours au City Group? Oui, je suis toujours au City Group. Et vous supervisez beaucoup en France les jeunes joueurs français pour les envoyer dans le... Voilà, je suis responsable des émerging talents, on appelle ça, sur la France pour le City Group. Comme c'est un groupe qui a 10 clubs, donc on les dit. Peut-être par, je sais pas, Christian, t'as une question, Christian, je suis sûr. On est toujours des questions. Ouais. Bon, Fabrice, bonsoir. Bonsoir. Donc déjà, j'aimerais bien que tu sortes un livre d'anecdotes, parce que tu dois en avoir d'autres. Non, mais tout le monde en a, j'en ai plein. Je peux en raconter une savoureuse, si vous voulez. Je ne donnerai pas le nom, hein, ni le club. C'était un peu avant moi. Et un joueur reçoit sa fiche de paye. Et avant, tu sais, les fiches de paye, c'était beaucoup plus simple que maintenant. Hein. Maintenant, c'est une usine à gaz, mais avant, il y avait le salaire, il n'y avait pas de prime, pratiquement, chez les pros et tout. Et il voit qu'il n'a pas le même salaire que le mois précédent. Il va voir le comptable, il dit putain, mais j'ai pas le même salaire que le mois précédent, comment ça se fait? Il dit ben, la Sécu a remonté les plafonds. Et lui, il dit putain, mais je m'en fous qu'il fasse des travaux.
Ouais, il vaut mieux faire un an, c'est sûr. Hein? C'est pas mal. Mais il y en a des dizaines comme ça. Bah, ça serait bien. Alors, moi, pour en revenir au football, Fabrice, est-ce que tu as un but qui te reste en mémoire? Ta voiture. Oui, pardon? Est-ce qu'il y a un but qui te reste en mémoire avec l'OGC Nice qui a marqué les supporters et qui t'a marqué toi? Enfin, moi, je pense un des plus beaux buts que j'ai marqué à Nice, c'était une volée contre Marseille. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent ici. On avait joué l'OM ici. C'était Bell, donc Joseph-Antoine Bell dans les buts. Et je crois que c'est. Je me rappelle plus qui centre, mais franchement, j'avais fait une volée magnifique. Au 16 mètres, là, du gauche en plus. Moi, je me souviens d'une tête se matcher en Coupe d'Europe. En Coupe d'Europe? À Nice? Non. À Monaco, mais pas à Nice. À Monaco. Non. Ah, j'ai pas fait la Coupe d'Europe avec Nice. Il a fait 8 matchs sur la Coupe d'Europe, mais avec Nice. Non, j'ai pas fait la Coupe d'Europe avec, malheureusement. À Monaco, oui. Non, c'était pas Monaco. D'accord. Et après, avec quel joueur de Nice tu avais le plus d'affinité sur le terrain? On va dire avec Georges. Voilà, parce que c'est avec lui que j'ai passé le plus de temps. Il m'aimait bien, on se le rendait bien, on était assez amis. Moi j'adore le foot argentin. Je suis allé plusieurs fois là-bas chez lui en Argentine. Et c'est avec Georges, ouais, que j'ai eu le plus d'affinité en fait sur le terrain. C'était un brave mec. C'était un très bon mec. Ouais. Question de Daniel Lasso. Oui, bonsoir Fabrice. Bonsoir. Vu que vous avez connu les deux clubs de la Côte Phare, Ouais. alors qu'est-ce qu'on ressent quand on quitte le Stade Duré avec 15 000 et qu'on va à Monaco avec 2 000? Ben, les sensations, ça doit pas être les mêmes hein, quand même. Ouais. Alors, moi je suis content, c'est que maintenant ça change en fait, hein, parce que le statut de maintenant, si on prend les 10 dernières années de l'OGC Nice, on voit qu'ils font l'Europe depuis combien de temps maintenant? On a fait 5 fois sur le match. Voilà, donc ça veut dire que maintenant c'est une place forte du foot français, avec un stade, avec du public, avec des supporters. À l'époque, c'était pas du tout ça. On va dire à l'époque, nous Nice, on était tout petits, et quand vous passiez à Monaco, le standing c'était pas pareil, quoi. Je veux dire, moi je suis arrivé à Monaco en 87, Ettori, Battiston, Sonor, Amoros, Puel, Touré, Odel, Wea, Fofana, moi. Mais c'était impressionnant. Ramon Diaz. Et à Nice, moi je ne veux pas dévaloriser, mais j'avais Pascal François, Dominique Lefebvre. Le statut n'était pas le même. Donc je suis très content en fait que le club maintenant s'est positionné dans une, on va dire, une des grosses valeurs du championnat français en fait. Hein. Donc je pense que ce soir c'est un match très très important pour eux par exemple. S'ils gagnent, ils font l'Europe et puis pourquoi pas rêver mieux s'ils arrivent à gagner 2 matchs et demi quoi. C'est ça qui est beau en fait. Hein. Merci. Mais à Nice on remplissait le stade à Monaco on remplissait le stade quand Nice venait jouer, quand Marseille venait jouer. Et puis à l'époque, moi j'ai eu la chance de faire une demi-finale de Coupe d'Europe contre la Sampdoria. Je ne sais pas s'il y en a à l'époque, la Samp était championne d'Italie. Donc on a rempli pas mal de fois. Hein. Alors, question de Étienne Didley. Bonjour Fabrice, lors de ton passage à Nice, quand tu étais en championnat de 2e division, est-ce que tu penses avoir connu la carte de France par rapport au championnat et au club contre qui tu jouais? Ah bah oui, c'est clair. Hein. Parce qu'avant, tu m'avais dit Montceau-les-Mines, Blénaud, Blénaud, vous connaissez Blénaud? Voilà. Tonon, tu vois. Ouais. Il y avait des équipes, Libourne, ça n'existe plus tout ça. Hein. Libourne à côté de Bordeaux. Voilà, Valbona est de Libourne, Didier Tolo aussi était de Libourne. Ah, Tolo. Ouais. Mais je veux dire, voilà, à l'époque, c'est vrai qu'on a fait le Tour de France, et là j'en vois certains de la brigade, donc, qui a été créée à ce moment-là, il n'y a pas longtemps, il y a combien Stéphane, la brigade? 35 ans? Non, mais il a fait 85. Ah, 85, voilà. 85, oui. Donc, ouais, eux, ils n'ont peut-être pas connu le tour de France des stades un peu exotiques, on va dire. Voilà. Donc, j'en profite pour remercier la brigade qui m'ont toujours soutenu, dont Stéphane, là, qui est là, un de ses représentants là, depuis 1985. Ça a démarré à Grenoble, non? Ouais, c'est ça. Ouais.
ce soir, ils vont bien chanter votre nom quand vous allez recevoir le trophée de l'ancien. Ah, et ouais, il m'a dit on t'a fait un tifo de 40 mètres. Non. 50 mètres, Steph? Fumigène et tout ce soir. Hein, J'attends. Bon, écoutez, Fabrice, comme il y a beaucoup de monde, on va s'arrêter là pour pouvoir faire les selfies, les autographes, tout ça. Okay. Donc, on va vous remercier, on va vous applaudir bien fort.